Jour J en Provence. Le débarquement qui devait se dérouler de manière simultanée avec celui de Normandie a été enfin reprogrammé pour le 15 août 1944. Alors que la plus grande armada jamais réunie en Méditerranée est en vue des côtes varoises, pendant qu'un déluge de bombes tombe sur les fortifications côtières de l'occupant allemand, une nuée d'avions partis d'Italie entame le largage de 7000 parachutistes dans la plaine du Muy. Ils sont suivis par 450 planeurs, avec à leur bord 3000 hommes supplémentaires. Dans la matinée, les unités aéroportées anglo-canadiennes et surtout américaines prennent possession du village du Mitan et de la Motte. Cette première vague de libérateurs doit contrôler l'axe de la Nationale 7 à 25 km des côtes afin d'empêcher toute contre-attaque de la Wehrmacht. Et cette mission s'accomplit grâce à l'étonnante capacité de ces gros oiseaux, pouvant transporter aussi des jeeps ou des canons de 75 mm. Quand Jean-Michel Soldy n'est pas dans ses vignes, c'est qu'il est sur un chantier extrêmement minutieux avec son ami Franck Dugas. Tu imagines un peu quand même le système, c'était super ingénieux. Donc là maintenant que le cockpit, on sait qu'il est quasiment achevé au niveau du bois, on va pouvoir commencer la partie cargo à l'intérieur. On a quand même pas mal de pièces d'origine sur la partie cargo. Le plus dur, ça va être de faire toute la dérive arrière. Oui, mais on a la chance d'en avoir une partie que tu avais pu récupérer. On a trouvé une partie arrière, donc ça va. Ces fameux planeurs Waco, véritables jokers des troupes aéroportées, représentent aussi une merveille d'ingéniosité. Tu imagines un peu quand même le système, c'était super ingénieux, parce qu'en fait, ils rentraient le matériel lourd, ils refermaient, de manière à ce que les pilotes puissent s'asseoir. Alors, après avoir réalisé le chef-d'œuvre d'une maquette au 1/10, les deux experts se sont lancés dans un nouveau défi en vraie grandeur. L'an dernier, on a lancé l'idée un peu folle, ayant la structure métallique, de reconstituer la partie bois du cockpit. On a eu la chance de pouvoir récupérer une microfiche d'usine, ce qui nous a bien aidé. La deuxième chance, c'est que on a pu récupérer un bois très léger parce que toute la structure que vous voyez là est construite en tilleul. Et le tilleul, c'est un bois que, une fois trempé, peut se courber relativement facilement. Et puis à partir de là, il a fallu greffer une à une les 455 pièces de bois qui composent le cockpit. Après avoir abattu plus de 1000 heures de travail, le cockpit est achevé. Et ils envisagent maintenant de développer la reconstitution exacte de la carlingue et des ailes composées par 80 mètres carrés d'entoilage. Cette réplique exacte va servir à raviver le souvenir de ces Waco qui ont dû affronter des conditions d'atterrissage souvent terriblement chaotiques. On n'a pas comme en Normandie où il y avait beaucoup de prairies. Ici, ce sont des champs de vignes et sur les extrémités de champs de vignes, pour évacuer l'eau, il y a toujours un canal d'évacuation. Et ce qui fait que quand le planeur glissait, même si c'était dans des vignes et si c'était déjà dangereux, quand les roues tapaient dans le ruisseau, automatiquement ça bloquait le planeur et parfois le planeur se relevait et se mettait à l'envers. Donc là, malheureusement, le personnel, même s'il était très bien attaché à l'intérieur, il y avait beaucoup de blessés. Et les pilotes, comme vous pouvez voir, la structure qui est relativement légère, il y avait souvent des jambes cassées, des membres arrachés et puis même des morts, malheureusement. En ce 15 août 1944, parmi tous ces ultimes vols planés de 4 à 5 minutes, stoppés net, 53 soldats ont péri et l'incroyable ouvrage de Jean-Michel et Franck sera une manière de ne pas les oublier.